Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'immigration, une question de survie et de logique sociale? Même si certains passages de ce livre relèvent d'une fiction, les témoignages sur le personnage central du livre ainsi que les faits subis ou qui se sont produits lors du périple du jeune clandestin relèvent d'une histoire réelle, une histoire vivante. Afin de ne pas heurter la sensibilité des personnages impliqués dans le récit, j'ai tenu simplement à modifier les noms. Le livre retrace le périple d'un jeune homme de 30 ans. Totala. Martyr de la pauvreté, Totala se lance à la quête d'un autre sens, celui du mieux-être pour reconquérir sa dignité et celle des siens qu'il estime perdus. À cet effet, l'émigration clandestine par la voie de la mer pour tenter de regagner les côtes espagnoles se présente à lui comme étant la seule solution. L'immigration date de plus d'un siècle. Les premiers immigrés arrivés en France étaient en effet essentiellement des navigateurs et ce, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils étaient principalement établis dans les ports de Marseille, Le Havre, Bordeaux et Rouen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres vagues de navigateurs étaient venus rejoindre leurs aînés. Puis, d'autres encore, arrivés au début des indépendances, se sont orientés vers certains travaux manuels, le bâtiment, les fonderies, les filatures et les constructions navales à Toulon, Saint-Nazaire, la région parisienne et toute la vallée de la Seine ainsi qu'à Saint-Quentin et à Lille. Dans cette première génération d'immigrés, on comptait parmi les peuples d'Afrique de l'Ouest la communauté Mandjak d'origine bissau-guinéenne. En effet, les Mandjaks ont été très tôt les intermédiaires privilégiés du commerce entre les Européens et les populations de l'intérieur de la sous-région ouest africaine. C'est ainsi qu'ils ont pendant longtemps fréquenté tout le large de la côte ouest, notamment la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Sierra Leone et ce, à la recherche de produits comme la cire, la cola, les cuirs, etc. Puis, au début du XIXe siècle, beaucoup d'entre eux ont été embauchés dans la marine marchande portugaise. Cette longue collaboration avec les Portugais explique d'ailleurs le fait que la majorité des Mandjaks portent des noms portugais comme Mendy, Gomis, Correa, Pereira, Monteiro, Da Silva, etc., lesquels noms sont simplement orthographiés en français mais qui correspondent respectivement aux noms Mendes, Gomes, Correa, Pereira, Monteiro, Da Silva. Mais au-delà de cette collaboration, l'origine même de ces noms vient de l'esclavage car les propriétaires d'esclaves, dans le passé, donnaient leur nom aux esclaves qu'ils ont achetés. La langue mandjak est fortement influencée par 3 autres langues, le portugais, le français et le wolof. L'influence du portugais sur le parler mandjak est due à la colonisation et à l'influence de l'école au sein de la communauté mandjak. Mais avec la rudesse du colon portugais, le peuple mandjak par nature très pacifique a fui vers le Sénégal où ses premiers interlocuteurs ont été les Wolofs et les Lébous, d'où la fréquence notamment de certains mots Wolof dans la langue mandjak. Du Sénégal, la vague d'émigration vers la France et la collaboration dans la marine marchande auront également permis de rajouter dans le vocabulaire de la langue mandjak des mots français. Il faut également noter une grande similarité entre le vocabulaire mandjak et celui d'Iola, et qui pourrait sans doute s'expliquer par la cohabitation et le rapprochement culturel entre les deux peuples. Il faut toutefois retenir que les flux migratoires se sont beaucoup plus développés à partir du milieu des années 80, et ce, suite à la crise économique ayant abouti au plan d'ajustement structurel qui avait lourdement touché les populations en majorité paysannes. En effet, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, le gouvernement sénégalais s'est essentiellement contenté des infrastructures laissées par l'État colonial, la France, oubliant que l'onction des premières années après les indépendances où il y avait encore plus de facilité, ne restera pas éternelle. Aucune politique, ni industrielle, ni infrastructurelle digne de ce nom n'a été menée. Les industries implantées par les Français depuis la période coloniale sont les mêmes qui existent jusqu'à présent et ce, avec non sans grande difficulté de nos jours. Ces industries, il faut aussi le préciser, étaient précisément implantées dans des zones où il y avait des intérêts majeurs pour la France. La capitale Dakar, l'un des plus importants ports de l'Afrique de l'Ouest et le bassin arachidier au niveau de la région de Kaolack et quelques villes-greniers comme Tambacounda, Ziguinchor et Thiès où il y avait également quelques petites industries en fonction des potentialités économiques des dites régions.
Dans la région de Casamance et au niveau du bassin arachidier où la culture de l'arachide était la mieux développée, il y avait l'industrie de commercialisation des oléagineux qui est aujourd'hui morte. Le reste du pays avait donc été ignoré, en termes d'investissement. Ce qui justifie d'ailleurs le fait que la grande majorité de la population sénégalaise est paysanne, car l'agriculture était la seule alternative possible de survie de ces populations. Certaines populations proches de la mer comme Saint-Louis ou certaines localités de la Casamance profitaient aussi de la pêche. Mais avec la rareté de la pluie et des ressources aquatiques à partir de la fin des années 80, début des années 90, la masse paysanne confrontée à un problème de survie et de sous-emploi n'avait plus d'autre solution que de fuir le pays, à la recherche d'une autre possibilité de vie. D'où le très grand flux migratoire vers l'Europe car la capitale Dakar, où tout est notamment concentré, ne peut malheureusement pas absorber même le 10e de la demande sociale en promesse d'emploi. Et donc, lorsqu'on tente de faire les statistiques d'expatriés sénégalais, l'on se rend nettement compte que les zones rurales sont plus touchées. Suivent ensuite les agglomérations urbaines où il n'y a presque pas d'industrie, et donc pas d'opportunités d'emploi. Puis enfin, la constante, c'est que seuls les enfants des familles pauvres sont beaucoup plus tentés par ce phénomène d'expatriation. Ce qui justifie encore une fois que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils partent. Ils sont contraints d'y aller pour pouvoir refaire leur vie. Et donc, est-ce parce qu'on doit aimer par patriotisme son pays qu'on est contraint d'y rester et mourir de faim ? Et encore qu'on a beau être courageux, idéaliste et réaliste, mais si le minimum de conditions pouvant permettre aux citoyens lambda de vivre dignement s'effrite de plus en plus, il va sans dire que le sentiment de patriotisme ne peut qu'être fragilisé. Pour mieux aimer son pays, tout citoyen, quel que soit son degré de patriotisme, a besoin de vivre dignement afin de pouvoir jouir pleinement de sa conscience citoyenne. Ne dit-on pas chez nous qu'un sac vide ne se tient pas debout ? Malheureusement, les États africains semblent rater l'essentiel des priorités pour leur peuple. En mars 2008 par exemple, pour les besoins d'organisation du 11e sommet de la conférence islamique, une agence nationale avait été créée pour mener une nouvelle politique d'infrastructure dite de dernière génération. Mais qu'avons-nous eu comme investissement ? 32 km de route sur la corniche ouest de Dakar, un tunnel de 300 mètres de long, quelques ponts jamais achevés, un bateau loué à coût d'1 milliard par jour pour abriter les participants au sommet, etc. Et pour quel rendement économique ? Des centaines de milliards gaspillés, dans une simple politique d'embellissement de la ville, cette capitale dont les 2/3 vivent pourtant en dessous du seuil de pauvreté. À quoi bon dépenser des milliards, juste pour accueillir des hôtes alors que le peuple souffre ? Mais malheureusement, c'est cette méthode de tricherie qui prévaut dans nos pays. Même à l'intérieur du Sénégal, lorsque le président doit se rendre dans une localité, les habitants se doivent de balayer proprement les rues, de boucher les trous des routes principales par où doit passer le cortège, les gens doivent bien s'habiller pour bonder les rues pour applaudir, et tout cela pour donner l'impression au grand hôte que tout va bien. Alors que c'est tout le contraire. C'est donc la même explication que l'on peut donner sur les chantiers de l'ANOCI, mais à un niveau encore plus regrettable d'autant plus que les fonds investis dans cette politique d'embellissement sont en majorité des fonds provenant d'une dette soit intérieure, soit extérieure et que c'est le contribuable qui devra en supporter les frais. On le voit donc, la solution possible pour stopper l'immigration ne peut relever que de l'esprit de réalisme dont doivent faire preuve nos gouvernements africains pour rétablir l'équilibre et la cohésion nationale dans nos États. Nos dirigeants doivent savoir être sur l'essentiel pour répondre aux besoins des peuples. Une nation ne se construit pas dans l'informel. Encore moins dans l'hypocrisie. À cela, doit aussi s'ajouter une réelle mise à jour de nos systèmes politiques complètement enfermés dans des carcans de démagogie et de politique pour soi. Le miracle africain, c'est à l'Afrique et aux Africains de le réaliser. L'Afrique a toutes les chances de s'en sortir car l'avenir de ce 3e millénaire lui appartient. Ce qu'il faut, c'est juste une dose de réalisme, de civisme patriotique et de justice sociale pour relever les multiples défis auxquels fait face le continent. Et pour cela, tout le monde doit s'y mettre, gouvernant comme gouverné. En écrivant cet ouvrage, mon ambition est de rétablir le rapport de l'homme blanc vis-à-vis des immigrés clandestins en particulier, ou des immigrés tout court aujourd'hui mal aimés qui font l'objet de rejet,
de discrimination et même de répugnance dans plusieurs pays d'accueil. De diagnostiquer les vraies causes de l'émigration tout en essayant de situer la responsabilité des dirigeants africains face au destin de leur jeunesse d'une part, mais aussi les caprices des pays riches d'autre part. L'émigration peut être interprétée comme une sorte de révolte en ce sens que le citoyen lambda, las d'être l'éternel parent pauvre qui vit sous la botte de l'éternel riche, préfère aller voir ailleurs pour reconquérir son destin. Et alors, l'immigré est en quelque sorte cette personne à la recherche d'un bonheur. Et faute de trouver ce bonheur-là dans son propre quartier, son village, sa ville natale, son pays, il est alors obligé de s'expatrier. Ce départ que j'appelle révolte, même si inconsciemment ce n'est pas perçu comme tel dans la tête de l'immigré, est pour deux raisons. Soit l'expatrié se dit dans sa tête « J'en ai marre de vivre le calvaire dans ce pays mien où l'État ne semble pas préoccupé du bien-être de son peuple », soit il peut aussi se dire « Cette Europe-là, il faut que j'y aille car ce sont eux qui ont pillé les ressources de notre continent pour développer le leur. » Et toutes ces raisons me paraissent justes. Mais est-ce qu'aller chez l'autre peut être considéré de nos jours comme étant un délit ? Vu la manière dont l'immigration est aujourd'hui traitée et débattue en Europe, nous avons l'impression que l'immigré, le pauvre, est le bouc émissaire des maux de la société occidentale. D'ailleurs, le nouveau président français, Nicolas Sarkozy, disait avec des mots peu aimables que la France ne peut pas accueillir la misère du mode. Lorsqu'on arrête quelque part un clandestin, même dans une contrée lointaine de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Nord, des journaux en parlent pendant des jours. La préoccupation des dirigeants de l'Union européenne est aujourd'hui la traque des clandestins. Et le ministre français en charge de l'immigration, M. Brice Hortefeux, se félicite d'ailleurs de l'exploit plus que jamais réalisé par ces flics puisque pour le premier semestre de l'année 2008 seulement, le taux d'expulsion des sans-papiers a augmenté de 80%. En même temps, le Parlement italien du gouvernement de Berlusconi vote en juillet 2008 une loi répressive qui considère dans ce pays de Mussolini l'immigration clandestine comme un délit. Oui, un délit d'immigration passible de 6 mois à 4 ans de prison ferme. Quelle honte! Durant les 15 premiers jours de détention à Santa Cruz de Tenerife, quand je voyais dans les chaînes de télévision espagnoles des images de jeunes Africains qui déambulaient dans les rues de Barcelone, de Madrid, d'Almería, de Saragossa, etc., les sachets plastiques à la main où chacun mettait son blouson qu'on lui a offert à sa libération du camp. Mon cœur saignait, non seulement parce que visiblement ces jeunes étaient sans destination et étaient donc laissés pour compte à la merci de la souffrance, mais aussi, je me disais que demain sans doute sera mon tour. Puis un jour, mon tour était effectivement arrivé, et me voilà dans les rues de Barcelone. Je venais de rejoindre le contingent barcelonais, des indésirables misérables immigrés. Nous n'avions personne pour nous loger. Nous dormions à même le sol dans les gares routières. Heureusement, on n'était pas encore en hiver. Tous les jours, on se bousculait autour des poubelles, à la recherche d'un petit bout de pain. On courait derrière les autobus qui entraient en gare à la recherche de bouteilles d'eau laissées par les voyageurs. Mais dans cette lamentable situation dans laquelle nous étions à Barcelone, je ne me reconnaissais plus, et je commençais à fuir le regard des autres, celui des Blancs surtout. Car intérieurement, je me faisais le reproche de déranger leur quiétude. En même temps, je trouvais que nous étions en train de ternir davantage l'image des Africains et de l'Afrique déjà trop caricaturée par l'Occident. Certes, je suis issu d'une famille pauvre, mais jamais je ne pouvais imaginer un seul instant qu'un jour, j'aurais quémandé et surtout j'aurais même fouillé dans des poubelles pour chercher de quoi manger. Je venais donc de prendre conscience que dans cette quête d'une autre vie meilleure, je venais de perdre davantage ma dignité. Ma dignité d'homme africain qui, on le sait, est très jaloux de la sienne. L'homme africain ne tolère pas l'humiliation et c'est d'ailleurs pour cette raison que, faute de donner un sens à son existence chez soi, il préfère s'expatrier. À la quête du bonheur. Mais dans cette situation de désarroi, quand je pensais profondément à ma situation, ainsi qu'à celle des autres, je me disais toutefois que les raisons de notre aventure étaient humainement justifiées. Car au juste, chacun de nous avait sa propre histoire et je me disais alors qu'on ne méritait pas cette souffrance. Du coup, je reprenais le courage d'aller jusqu'au bout, dans l'espoir qu'un jour, Dieu nous débarrassera de ce calvaire. Aussi,
j'avais surtout envie de lancer également un cri de cœur à l'endroit de ces dirigeants occidentaux et de tous ceux qui nous regardaient tous les jours avec mépris, pour leur faire comprendre notre situation. Nous avions besoin d'un minimum de considération humaine. Il ne me restait plus alors qu'à hurler dans les rues pour dire « Arrêtez. Arrêtez de nous caricaturer. Arrêtez de nous stigmatiser, de nous prendre pour la misère de la planète. » Mais dans ce cri de cœur, j'avais également envie de m'adresser aux autorités africaines pour leur faire comprendre que le temps est venu pour qu'elles prennent davantage conscience de la situation de la jeunesse du continent. Au juste, qui veut quitter sa famille, ses amis, ses proches, bref sa terre natale? Je parie que personne ne le fait volontiers. Oui, tous ces milliers de candidats à la mort comme on les surnomme dans la presse, ne sont pas dupes. Ils savent que l'Europe n'est pas un paradis terrestre. Ils savent que la fortune n'y est pas ramassée et que la seule valeur qui y prévaut, c'est le travail. Oui, un travail bien mérité. Ils savent également qu'en prenant la mer, ils courent le risque sans doute, à 90% de mourir. Oui, mourir sans que leur cadavre ne puisse même être retrouvé et récupéré par leurs parents. Mourir pour servir de nourriture aux gros poissons de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ils n'ignorent pas non plus que d'autres difficultés de la vie les attendraient de l'autre côté de la Méditerranée, mais hélas, ils décident de partir. Partir, faute de mieux et dans l'espoir qu'un jour, s'ils ne périssent pas en mer, le bonheur leur sourira comme la majeure partie de leurs compatriotes de la diaspora qui sont les seuls, hormis les hauts responsables du pouvoir et de la classe politique, à afficher tous les signes extérieurs de réussite sociale pour ne pas dire de richesse tout court. Car en réalité, avec la cherté du coût de la vie, la classe moyenne tend à disparaître. Un fonctionnaire ou un autre employé du secteur privé qui perçoit de nos jours même 150 000 francs, a autant de problèmes qu'un chômeur car avec ce salaire qui des années derrière était une grande aubaine, il ne peut même plus assurer quotidiennement sa dépense surtout lorsqu'on sait qu'au Sénégal, seule une personne sur 5 travaille. Et encore que cette estimation est bien discutable, dans ce pays très envié en Afrique de l'Ouest pourtant. Que dirons-nous des autres pays? Des fonctionnaires de certains États du continent noir peuvent rester des mois sans percevoir leur salaire, et paradoxalement, au moment où le pouvoir central se livre au gaspillage de l'argent du contribuable. Mais gare à celui ou celle, ou encore au syndicat qui osera appeler à la grève. Ainsi donc, c'est cette perte d'espoir dans nos propres États qui pousse les pauvres citoyens à quitter leur pays. Et d'ailleurs, pourquoi rester dans un pays où tout est confisqué par un petit groupe de prétendus hommes politiques ainsi que leurs privilégiés qui continuent de piller les ressources publiques et de vivre sur le dos du pauvre contribuable? Pourquoi vouloir endurer sa souffrance quasi éternelle, en se laissant gouverner les yeux fermés par une classe peu soucieuse des préoccupations du peuple? Dans tous les cas, en prenant la mer, nous étions persuadés que le risque était énorme, mais l'on se disait que tout ce qui pouvait nous arriver de pire n'aurait été que le moindre mal. Même la mort. Barça ou Balzac, telle était notre devise. Nous sommes donc loin d'être dupes. Nous sommes simplement ces gens ambitieux dont la conscience est fracassée par la perte d'un espoir pour l'avenir. Notre peur à nous, c'est de ne pas, à l'avenir, pouvoir donner un sens à notre existence et du coup condamner aussi nos descendants dans la même situation. Comme l'avaient si tristement vécu nos parents et grands-parents. Cet engouement lié à l'émigration n'est rien d'autre que le refus d'une certaine injustice sociale qui fait de la pauvreté dans nos pays un cas héréditaire. Ceux qui tiennent aujourd'hui des discours maladroits à l'endroit de ces milliers de jeunes clandestins martyrs de la pauvreté, et qui organisent des conférences dans de luxueuses salles de banquet des hôtels 5 étoiles, ne savent pas grand-chose de la misère. Non, ils ne savent même pas ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu dans des situations comme les nôtres. Les États riches regroupés au sein du G8 ne peuvent pas non plus connaître les solutions miracles pour l'Afrique, là-bas à partir de luxueuses palaces où ils se retrouvent pour discuter de l'avenir du monde. Hélas oui, l'avenir du monde ne se décrète pas. En tout cas, pas celui de l'Afrique. Et si cela doit l'être, ce sera sur la terre africaine, là où se vivent les réalités. Loin de toute hypocrisie. Ce fléau de l'immigration clandestine qui n'est sans doute pas prêt à s'arrêter, n'est au juste qu'un appel de pied à l'endroit des dirigeants de la planète car même si chaque jour fait de nouvelles victimes en mer, dans les déserts marocains, algériens et libyens, cela n'enlèvera en rien le courage et la détermination de ces jeunes à se lancer dans ces périlleuses aventures.
Et donc, la bonne gouvernance doit être une exigence pour les pouvoirs africains et en même temps, les États riches doivent arrêter systématiquement de piller les ressources de l'Afrique, d'orchestrer des compromis qui ne font qu'enfoncer davantage le continent noir. Ils ne peuvent pas continuer d'exploiter l'Afrique, et vouloir en même temps empêcher les Africains d'aller chez eux. S'ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux, alors qu'ils nous aident à rester chez nous car c'est cette injustice qui constitue le premier grand désordre qui gangrène le monde actuel. En réalité, chaque fois qu'il y a un foyer de tension en Afrique, à y voir de plus près, une grande puissance y est pour quelque chose. Diviser et créer le désordre social en soutenant les régimes dictatoriaux ou des milices dans le continent et ce, afin de mieux l'exploiter, est en vérité la règle d'or des grandes puissances. Nous n'avons pas besoin de donner des exemples qui datent de plusieurs années. Ils sont nombreux et rien que les cas actuels de la Côte d'Ivoire, du Darfour, du Tchad, du Soudan, etc. Comme quelques années auparavant avec le génocide du Rwanda, mais aussi les guerres civiles en Sierra Leone, au Libéria, en rez-de-chaussée, etc., sans compter le désordre et le foutage de gueule, politique soutenu par certaines puissances occidentales tapies dans l'ombre au niveau de plusieurs pays africains, en sont de parfaites illustrations. Et même dans la crise qui secoue le sud du Sénégal, notamment Casamance naturelle, on ne peut pas exclure une éventuelle main étrangère qui étrangle l'État sénégalais et remet en cause son sens d'État-nation. Quid de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, etc. On nous sert le prétexte que pour certains, ce sont des pays terroristes, et pour d'autres, ils sont impliqués dans des programmes nucléaires visant à déstabiliser la paix dans le monde. Les plus forts imposent aux faibles leur manière de vivre comme ils voudraient qu'ils vivent. En lisant un jour dans la presse la volonté des USA de contraindre les Irakiens d'organiser des élections avant la fin de l'année, je ne peux que me dire avec amertume, « Ah le monde !» Et après tout, comment peut-on donc créer des guerres civiles et prétendre refuser en même temps le droit d'asile aux pauvres populations simplement victimes de bêtises humaines ? Qu'on se le dise, et on ne cessera pas de le répéter, personne ne quitte son pays parce qu'il ne l'aime pas. Seulement le monde d'aujourd'hui, pourtant considéré comme étant le monde moderne, le monde civilisé, est vraisemblablement aussi le monde le plus injuste. Nous vivons de plus en plus dans une société où les systèmes excluent certains peuples, certaines communautés ou certaines parties du monde. La pauvreté s'accentue de plus en plus pour une majorité de la planète, alors qu'une minorité s'enrichit davantage. Et l'on s'étonne de l'explosion de tensions sociales partout, où les peuples considérés comme étant des sous-hommes étrangers à la notion de démocratie et de civilisation, se soulèvent pour défendre leur dignité. En outre, un adage de chez nous dit que lorsque vous voyez une grenouille sous un soleil de plomb, c'est qu'il fuit sans doute un grand danger. C'est dire encore une fois de plus, qu'on ne quitte pas sa patrie sur un coup de tête. On y est obligé d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Les raisons qui poussent des centaines de milliers d'Africains à l'émigration, et en particulier des jeunes qui ont pourtant tout à faire et à prouver devant eux et chez eux, sont justifiées et ne peuvent en aucun cas être banalisées comme c'est malheureusement le cas. Oui, nous ne cesserons d'insister sur ce fait car il faut que les gens sachent que personne ne veut se donner volontairement la mort. Personne ne veut subir gratuitement l'humiliation. Chaque être humain a sa dignité. Pour certains, comme l'avait d'ailleurs ouvertement dit le président Sarkozy dans son discours tenu à l'université de Dakar en juillet 2007, les Africains sont quelque peu étrangers à la notion du développement et croient que l'Europe est un Eldorado où tout y est ramassé. Quel mépris que de vouloir douter de l'intelligence de ces braves citoyens de cette partie du monde simplement victimes d'une injustice sociale. Malheureusement encore, les dirigeants africains refusent d'entendre qu'ils sont aussi quelque part responsables de la misère du continent à cause de leur nébuleuse gouvernance. Une chose est évidente, c'est que quiconque aspire émigrer a pour seul objectif la recherche du mieux-être comme nous persistons à le faire comprendre, la conquête ou reconquête de sa dignité et donc le refus de l'humiliation. L'immigration n'a qu'un mobile essentiel, le goût du progrès et du développement. Et ces deux réalités s'enchaînent. Bassirou, un compagnon de fortune qui a effectué le voyage avec moi, me disait dans une de nos causeries que s'il a préféré partir en Europe, ce n'est pas seulement pour sa propre cause mais aussi pour celle de ses enfants. Nos parents ont été dirigés par les parents de certains de nos camarades.
tout simplement parce que les nôtres n'ont pas eu la chance d'accéder à un minimum de confort matériel qui les permisse de s'affirmer. Aujourd'hui, nous sommes sous la botte de nos camarades sans doute mieux nantis que nous parce que nous vivons malheureusement la même situation que celle qu'ont vécue nos parents et grands-parents. Alors moi, je dis que cette injustice doit s'arrêter. Si je décide d'aller en Europe, c'est pour un jour réussir, trouver les moyens d'encadrer mes enfants, leur payer les meilleures écoles pour qu'à l'avenir, ils soient au même niveau que ces fils de présidents, de ministres, de députés ou de hauts cadres de l'administration. Telle est la seule cause qui motive mon départ et j'ai demandé à ma famille de prier pour moi. Qu'elle sachait que même si je meurs en mer, c'est pour sa cause et ce drame serait pour moi un martyr pour la famille. On le voit donc, l'émigration est presque une nécessité voire une obligation pour ces milliers de jeunes comme moi, comme Bassirou, comme tant d'autres qui avons perdu toute possibilité de nous épanouir dans nos propres pays. J'entends certains responsables du pouvoir sénégalais accuser les jeunes émigrés de têtus, et même de délinquants pour ne pas dire de vendeurs de drogue comme l'a osé dire à travers les ondes d'une radio privée, un haut responsable du pouvoir et proche du président Wade et ce, pour le seul tort pour nous, d'avoir cherché à nous expatrier. Mais quel mépris! Eux les gouvernants, que proposent-ils à la jeunesse? Rien. Et alors ils doivent comprendre que le fait de quitter sa terre natale, celle où l'on a vu le jour, est toujours un déchirement. Quitter chez soi pour se lancer dans une aventure dont on ignore la fin, et avec le seul espoir qu'au bout de l'effort, l'on arrivera sans doute à améliorer sa condition de vie et celle des siens, a forcément quelque part en soi une dose de tragédie et de martyre. Tous ceux-là qui ont péri en mer dans l'Atlantique et la Méditerranée, aujourd'hui devenus les nouveaux cimetières des milliers d'immigrés clandestins, ne sont-ils pas des martyrs? Et donc, loin d'être considérée comme une délinquance, l'immigration est un mal nécessaire et dans tous les cas c'est aussi pour une question de fierté qu'on s'y lance car être un homme en Afrique, c'est d'abord être capable de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses parents, quoi que cela puisse coûter. C'est pourquoi, j'ai envie de dire aux parlementaires italiens que l'immigré n'est pas coupable. Dans les temps anciens en Afrique, certaines personnes au sein de certaines communautés, à cause de la pauvreté, se voyaient même obligés de signer un contrat avec le diable, quitte à mourir plus tôt, mais pourvu que les siens fussent à l'abri de la misère sociale. À Huchon-Manjacu par exemple, il est ancré dans la tête de chacun qu'un vrai homme ne demande jamais. Il ne doit jamais tendre la main. Même s'il meurt de faim, il a intérêt à supporter son calvaire seul et dans la discrétion totale car demander un soutien auprès d'un tiers est synonyme d'une perte d'orgueil pour ne pas nommer l'indignité. Mon grand-père nous expliquait que de leur temps, au moment où la famine était très fréquente dans le monde rural, aucun foyer ne pouvait savoir qui avait ou non de quoi manger. Tous les soirs, pour tromper la vigilance des voisins, on allumait les feux dans les cuisines et on remplissait les mamites d'eau qu'on chauffait inutilement et ce, jusqu'à ce que les enfants s'endormissent. Le but était juste de faire échapper la fumée de la cuisine pour faire croire aux autres, les voisins, qu'on était en train de faire à manger alors qu'il n'en était rien. Toute cette stratégie consistait donc à se protéger contre une éventuelle humiliation chez les autres. On préférait donc jouer le jeu quitte à mourir de faim, mais jamais on ne pouvait aller voir le voisin pour lui demander de quoi manger. Pas même à un proche, encore moins à un ami. Généralement d'ailleurs, quand la première dame de la maison était issue d'une famille un peu plus aisée que la famille conjugale, alors, c'était elle qui allait demander de la nourriture auprès des siens. Et là encore, tout se faisait dans un secret de polichinelle. Quand elle devait ramener la nourriture, il fallait toujours attendre très tard dans la soirée au moment où tout le village s'était endormi, pour rentrer avec le don. Et tout ça, dans le seul souci de préserver la dignité et l'orgueil de la famille conjugale en difficulté. Mais disons en outre, qu'en dehors des raisons personnelles ou encore familiales qui expliquent en grande partie le fléau de l'immigration clandestine, il y a aussi d'autres raisons non moins fondamentales liées aux attitudes pour ne pas dire aux caprices des pays riches vis-à-vis des États du tiers-monde. En effet, concernant par exemple la débâcle de l'agriculture, certes par exemple, chaque État est en partie responsable dans la mesure où c'est lui qui est le protecteur direct de ses paysans, mais il faut aussi reconnaître que les pays développés sont lourdement responsables de la situation de misère que nous vivons. Et tout laisse croire que ni l'Europe, ni l'Amérique et encore moins l'Asie ne souhaitent le développement du continent africain.
Pas même la Chine, pourtant jugée aujourd'hui comme étant le meilleur partenaire économique de l'Afrique, n'a l'intérêt que l'Afrique se relève et se tienne debout. La seule différence entre la Chine et les autres États riches dans la politique d'exploitation du continent noir, c'est qu'elle ne se mêle pas, du moins pour le moment, aux problèmes politiques intenses des pays africains. Ou alors, elle le fait de manière intelligente. En tout cas, elle ne donne jamais l'impression de s'y intéresser comme les autres puissances coloniales qui se comportent en califes de l'Afrique. Oui, les autres qui pourtant nous haïssent. Mais comme dirait l'autre, si dans une famille tout le monde est riche, qui va commander qui dans la mesure où personne n'a besoin de personne? Tel est le vrai problème aujourd'hui qui cache derrière les vrais rapports entre l'Afrique et les pays du Nord. Maintenir l'Afrique dans sa position de dépendance et donc d'assistanat est le seul intérêt des pays occidentaux afin de pouvoir mieux dompter le continent. L'humilier aussi. Mais c'est à nous les Africains de refuser cette situation. L'Afrique ne peut pas continuer d'être l'éternelle terre de chasse aux intérêts. Jusqu'à quand? Sans doute quand nos terres et nos sous-sols n'auront plus rien. Et alors on nous laissera enfin tranquilles, mais comme une chaussette trouée qu'on met dans la corbeille. Voyons ce qui se passe actuellement au Sénégal pour ne citer que ce pays en exemple. Parmi tant d'autres dans la sous-région ouest africaine, depuis quelques années, le pays est inondé de produits asiatiques et notamment chinois et ces produits-là coûtent beaucoup moins cher que les produits locaux. Les boutiques asiatiques s'installent de plus en plus dans les artères des grandes villes du pays. Un haut responsable politique du Sénégal avouait même sur le plateau de télévision France 2 en novembre 2007 que l'Europe a perdu la bataille économique en Afrique, face à l'Asie, et en l'occurrence la Chine, confirmant à tort mes propos que l'Afrique est, comme elle l'a toujours été d'ailleurs pendant plusieurs siècles d'esclavage, un véritable terrain de chasse aux intérêts. Autrefois, celui qui avait un troupeau de vaches dans le monde rural faisait partie des gens mieux à l'aise, mais aujourd'hui tel n'est plus le cas à cause de la viande exportée qui est fortement subventionnée par l'Union européenne. Du coup, cette viande coûtant beaucoup moins cher que la viande locale, il devient par conséquent très difficile pour un éleveur de vendre son bœuf aujourd'hui à sa valeur réelle. Si nous prenons également le cas des céréales, il y a quelques années seulement, la culture des céréales et des légumes était un tant soit peu source de création de richesses chez les populations rurales. Mais en l'espace de quelques années, l'écoulement de ces produits est devenu un calvaire pour les paysans tout simplement parce qu'ils font face à une concurrence plus que déloyale face aux produits européens généralement vendus à moitié prix. Mais nous ne parlerons jamais assez des noix de cajou aussi qui, vers les années 1995 jusqu'au début des années 2000-2003, remplissaient pleinement la fonction nourricière des populations rurales, surtout au sud du Sénégal et en Guinée-Bissau. Il y a quelques années en arrière, chaque cagé de noix de cajou équivalait au cagé de riz. On se procurait donc du riz sans difficulté, et tout le monde mangeait à sa faim. Ces dernières années, non seulement le troc noix de cajou contre riz permettait à chaque famille d'assurer son autosuffisance alimentaire, mais en plus, ça permettait aux paysans de se faire beaucoup d'argent. Dans mon village notamment, à partir du mois de février jusqu'en début juillet, aucun jeune ne quittait le village car durant cette période de récolte des noix de cajou, tout le monde avait quasiment de quoi mettre dans la poche. En dehors des noix de cajou, le liquide extrait des pommes de cajou servait également à fabriquer le vin local appelé le soum-soum et très apprécié par les buveurs d'alcool. Ce sont les femmes qui, en général, s'adonnaient à la fabrication de cette boisson locale au moment où les hommes, eux, s'occupaient de la commercialisation des noix de cajou. Au final, dans chaque famille, chacun avait de quoi mettre sous la dent. Et dans la poche aussi. Mais aujourd'hui, tout cela est devenu difficile à réaliser. Au moment où dans quasiment tous les villages de la Casamance par exemple, les paysans se sont retournés vers la production estimée fructueuse de l'anacardier, rien ne va plus. Alors que tous ces paysans avaient déjà planté partout de l'anacardier, rendant plus de 3/4 de leurs champs incultivables, ils ne trouvent malheureusement plus de preneurs de noix de cajou. Et avec la propension du choléra qui fait de nos jours plus de victimes que le paludisme, la fabrication de cette boisson locale a été formellement interdite. Comme quoi, le malheur ne vient jamais seul. Outre cette première difficulté, les rares commerçants qui viennent de nos jours acheter les noix de cajou,
impose le prix aux producteurs sous prétexte qu'au niveau du marché mondial, rien ne va plus pour ce produit. Depuis le naufrage du bateau le Jula en septembre 2002, les producteurs de bananes, de mangues, d'oranges vivent un calvaire incommensurable car les seuls preneurs de leurs fruits qui leur restaient, à savoir les commerçants locaux communément appelés Bana-Bana, ne peuvent plus effectuer le voyage sur Dakar même si récemment, un navire de transport de marchandises a commencé à effectuer la navette Dakar-Ziguinchor. Chaque année, les produits pourrissent dans les plantations faute de pouvoir les écouler, et l'État non plus ne cherche pas de solution face à cette catastrophe. Or, il suffit d'un peu d'investissement pour mettre en place une usine de transformation de fruits. Là, non seulement les producteurs locaux en seront largement bénéficiaires mais l'État lui aussi en tirera un très grand profit sur les recettes fiscales. Mais non, on préfère rêver d'autres moyens de développement qui non seulement nécessitent de très lourds investissements mais en plus, leur impact sur l'économie nationale et la vie des populations est très discutable. Il faut qu'on change notre vision des choses pour l'Afrique, en sachant miser sur les priorités de développement. Sur quelle base l'Afrique peut-elle décoller dans la mesure où tous les champs de production et d'exploitation sont investis et monopolisés par les pays riches, mais aussi ignorés par nos gouvernants? Et encore que l'État protecteur africain a de surcroît disparu, et cédé la place à l'État marchand qui brade ses richesses minières, ses matières premières, ses licences de pêche. Comment donc la jeunesse africaine ne serait-elle pas tentée par l'immigration dans la mesure où elle n'a aucune perspective d'avenir? Non seulement les pays riches exploitent le continent noir et le maintiennent en permanence en otage, mais en plus de cela, les dirigeants africains censés défendre la cause des paysans surtout, se fichent pas mal de leurs problèmes. Jamais les doléances des agriculteurs africains ne reçoivent le moindre écho à l'OMC. Et alors, ces pays qui nous pillent, refusent en plus de nous accueillir chez eux sous prétexte qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Hélas, on ne peut pas faire croire au monde civilisé que l'immigration est la cause de la misère des Français au point de créer le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Non, tous les maux de la société française ne découlent pas de l'immigration. Qu'on se le dise donc, et comme nous ne cessons de le répéter dans cet ouvrage, si les pays riches ne veulent plus nous accueillir, ils sont libres parce que c'est chez eux mais au moins qu'ils nous aident à rester chez nous, et ce, en arrêtant de piller nos ressources et d'alimenter des guerres civiles et des tensions politiques à travers le continent noir pour l'affaiblir et pouvoir se satisfaire. Aussi, la réduction des subventions de leur agriculture permettrait sans aucun doute de mettre tous les agriculteurs dans les mêmes conditions, et peut-être ça éviterait l'étouffement de l'agriculture africaine. À l'heure actuelle, les subventions de l'agriculture européenne et américaine sont plus élevées que la totalité de ce que reçoivent les pays d'Afrique en aide au développement, nous dit-on. Par conséquent, ces facteurs font baisser incontestablement les prix et ferment du coup la porte aux producteurs africains. Aujourd'hui, les produits européens et asiatiques, déversés sur les marchés africains à prix artificiellement bas, désorganisent complètement nos filières et ruinent davantage les paysans qui représentent plus de 60% de la population dans le cas particulier du Sénégal. Et pourtant, quand ces Occidentaux parlent de l'Afrique et de sa misère, ils excluent vraisemblablement le fait que c'est la politique agricole telle qu'elle est imposée au tiers-monde qui est en grande partie responsable de la faim dans ces pays sous-développés. Voilà en vérité les vraies raisons qui poussent les Africains à l'émigration. Ce n'est pas parce que l'Europe a un autre mérite que l'Afrique n'a pas, que des milliers de jeunes sont prêts à perdre leur vie en tentant de regagner les côtes espagnoles par la mer. Et puis cette Europe-là doit aussi savoir qu'elle est quelque part responsable de la situation actuelle du continent africain, pour l'avoir colonisé, et pour avoir bradé ses richesses pendant près de 3 siècles. À Barcelone, lorsqu'avec mes compagnons de fortune, nous errions dans les rues, dans l'attente de la tombée de la nuit pour aller nous coucher à même le sol au niveau des gares ou d'autres places vidées pendant des heures creuses, en croisant les regards des toubabs, nous lisions un certain mépris qu'ils affichaient à notre égard comme si nous étions des sous-hommes. L'immigré, dans les discours des dirigeants actuels de l'Union européenne, est le bouc émissaire des difficultés de l'Europe. Ils ne veulent plus de nous aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de bras valides pour creuser les tunnels de leur métro à l'époque où les moyens techniques n'étaient pas si performants. Ils ne veulent plus de nous, parce qu'avec les progrès technologiques,
Ils n'ont plus besoin de braves paysans qui labouraient leurs champs et travaillaient dans leurs plantations en contrepartie de rien. Oui, ils ne veulent plus de nous car aujourd'hui ils n'ont plus besoin de ces braves ouvriers, mineurs, dockers noirs dans les ports, etc., qui travaillaient plus de 15 heures par jour pour de minables salaires. Or, pendant tous ces siècles d'exploitation de l'homme noir pour ne pas nommer l'esclavage, l'Africain n'avait jamais été tenté par l'émigration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.